Bonsoir. On est presque passé l'heure. On est à l'heure, on est pressé. Je m'étais habitué à Paris, on mettait toujours un quart d'heure de retard. Les gens arrivaient toujours un quart d'heure de retard. Mais là, c'est une précision. Alors, bienvenue ce soir pour inaugurer ce nouveau cycle de conférences qu'on a lancé avec, d'une part, la médiathèque Valais, M. Damien Elsic, ici présent, l'architecte cantonal Philippe Venetz, qui est quelque part par ici, voilà, c'est un truc à tomber. Je leur ai raconté que j'avais l'envie de faire des conférences d'architecture. Pourquoi faire des conférences d'architecture quand on dirige une école d'art? En premier, parce que j'aime les architectes et j'aime l'architecture. C'est déjà une donnée de base qui me semble importante. Ensuite, quand on travaille avec des jeunes qui sont dans une école d'art, on sait qu'à un certain moment, ils vont avoir affaire, pas tous, mais pour une partie, avec des architectes. Et à force d'être dans des jurys d'intervention d'artistes dans des bâtiments, je me suis rendu compte que c'était beaucoup des mondes parallèles qui ne parlaient pas forcément le même langage, qui ne savaient pas forcément se rencontrer. Et donc la meilleure manière pour faire qu'il y ait cette rencontre, c'est entre autres d'inviter des architectes, de faire en sorte qu'il y ait aussi des étudiants de l'école qui viennent pour découvrir comment on parle, comment on travaille des architectes sur leurs projets. Ensuite, c'est aussi un intérêt vraiment pour le ballet. Oui, on a encore des places, donc c'est bien d'avoir une salle modulable comme ça. Quand je dis que j'aime l'architecture, quand je dirigeais le Centre culturel suisse à Paris, on a invité beaucoup d'architectes suisses parce que c'est quand même un point d'excellence de la Suisse, l'architecture à l'étranger. C'est toujours une chose assez extraordinaire, c'est quand on se trouve chez soi, on ne se rend pas forcément compte de certaines choses, de certaines valeurs qu'on a. On sait qu'on a des architectes de très bonne valeur, on en a un qui est ici. Mais c'est vraiment impressionnant sur Paris, chaque conférence d'architecture qu'on faisait, le monde, qui a vraiment un intérêt incroyable pour les Français. L'architecture suisse, c'est le sommet. D'ailleurs, dans la librairie du Centre culturel suisse, les livres qu'on vendait le plus, et qu'on vend toujours le plus, d'après ce que je sais, c'est les livres d'architecture. Et puis, il y a vraiment aussi un intérêt pour le développement de l'architecture dans une région. L'architecture de qualité, je dis toujours, tu me diras si c'est faux, je crois qu'on peut faire de l'architecture de qualité qui ne coûte pas plus cher que de la mauvaise architecture. Ça, c'est des fois des idées préconçues qu'on a en tête. Ouh là là, mais ça, c'est des architectes. Donc, il y a un petit côté en dessus, ça va coûter très cher. C'est pas vrai. L'architecture de qualité, on peut la faire, c'est possible. Et pour moi, c'est aussi l'idée d'amener ici en conférence divers architectes. Dans ce cycle, il y aura pour cette année 4 architectes à 4 moments différents dans l'année. On va voir l'intérêt. Donc, je suis déjà heureux de voir que pour cette première conférence, il y a autant de monde. Et puis, on verra avec Damien, avec Philippe, si on continue cette histoire. Mais je crois que c'est bien parti. Et puis, c'est à rajouter une cerise sur le gâteau. Comme il y a quand même pas mal de Valaisans dans la salle. Vous avez pu voir dans la presse qu'il y a eu une décision du Conseil d'État de construire une nouvelle école pour l'EDA, donc École de Design Haute École d'Art, vous avez ici, à Sierre. Donc il y aura un concours d'architecture, on y travaille et je me réjouis énormément de tous les projets qui vont arriver et j'espère beaucoup à une magnifique école. Donc tout ça amène l'architecture. Pour venir à ce soir, donc il y a 2 personnes qui vont essuyer les plaques de cette première soirée. J'ai invité 2 personnes que je connais bien. D'une part, Pierre-Alain Duprat, dont j'apprécie tout spécialement le travail. Donc, un tout petit mot sur Pierre-Alain, parce qu'il ne va pas se présenter lui-même. Pierre-Alain est né en 1968, donc il est plus jeune que moi. 67, ah bah sur ton site, je crois qu'il est marqué 68. Ouais, tu vérifieras. Il fonde son bureau en 2002, ça c'est juste. Voilà. Et parmi les les grands projets, il vous en parlera, il vous en présentera plusieurs ici, mais je relève quand même, il y a des grands concours qu'il a gagnés, dont la passerelle du Mont Blanc, le mandat d'études pour le PAV, donc vous savez, ce fameux grand quartier à Genève, devrait se développer un jour avec des grandes tours, entre autres. Ça, c'est un énorme projet. L'aménagement d'Arad de Genève,
ça c'est récemment, et un projet complètement fou dont on parlera ce soir, la Cité de la musique. Et pour la Cité de la musique, je me suis dit, je vais aussi faire appel à une autre personne qui viendra discuter, qui est un collègue de travail, Philippe Dinkel. Philippe Dinkel dirige la Haute École de musique, HEM, de Genève. Pourquoi je fais venir une personne de Genève? Parce qu'il est en relation directe avec la Cité de la musique, puisqu'il est aussi membre du conseil de fondation de la Cité de la musique. Donc Philippe viendra présenter son regard sur ce projet de la Cité de la musique et dialoguera à la fin avec Pierre-Alain sur le projet de la Cité de la musique. Pourquoi le choix aussi de cette première conférence d'architecture spécialement, c'est que... Alors, M. Baron n'est pas là ce soir, mais il m'a laissé entendre qu'il voulait que Sion devienne la ville de la musique pour le Valais. N'est-ce pas, Jacques? C'est juste. Donc ça me semblait bien d'amener, je pense, le plus gros projet dans le domaine de la musique en Suisse de ces dernières années. C'est juste. Un sacré projet. Donc là, ça prenait vraiment tout son sens. Donc je vais m'arrêter là et je vais laisser parler tout de suite Pierre-Alain Duprat qui nous présente ses projets. Merci. Merci Jean-Paul. Je ne sais pas si mon micro est trop fort ou pas assez. Vous réglez tout ça? Voilà, ok. Alors merci déjà de cette invitation pour présenter mon travail. Premier aspect, c'était axé sur la musique. Je me suis appliqué pour donner un titre qui va aussi bien à l'architecture qu'à la musique finalement. On parlera de la Cité de la musique à la fin. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse aussi de pouvoir vous exposer, c'est comment finalement je suis venu à ce projet de la Cité de la musique. Donc je vais vous présenter 4 projets. Je sors un peu les archives peut-être de mon bureau, mais finalement c'est des projets qui jalonnent mon parcours depuis 2002. Alors je suis dans le métier depuis bien plus longtemps que ça, puisque j'ai commencé à 15 ans par un apprentissage, et puis j'ai ouvert mon bureau en 1995, et puis après mon propre bureau, comme il est constitué actuellement, effectivement en 2002. 2002, c'est justement l'année où j'ai fait ce projet d'une crèche dans le quartier de Saint-Jean à Genève. Et je vous présente ce projet en jumelé avec un autre, parce qu'en fait j'ai commencé à explorer un peu le monde souterrain ou le monde de la topographie par le fait que ce projet était extrêmement ambitieux, non pas pas aussi ambitieux que la Cité de la musique évidemment, mais ambitieux dans le fait que le programme était un peu trop grand par rapport à la parcelle qui nous était attribuée dans le cadre du concours. Donc il s'agissait de cette parcelle-là, constituée avec cette ancienne maison. Une deuxième maison voisine faisait écho à celle qui devait être intégrée dans le programme. Et puis le programme demandait un parc public, une crèche, plus ensuite une réhabilitation de la maison existante avec une partie du programme de la crèche dans la maison existante, et évidemment une extension à ce bâtiment d'à peu près 800 mètres carrés, plus un jardin privé pour la crèche. Lorsqu'on mettait les choses un petit peu les unes avec les autres, on s'apercevait bien évidemment que la parcelle était un peu trop dense et qu'une éventuelle construction hors sol aurait complètement annulé le parc public. Donc je suis parti sur cette solution très, disons, osée, de mettre complètement les locaux de la petite enfance en partie souterraine. Et j'ai commencé justement à explorer les sous-sols. On est à peu près à moins 3,50 m du terrain naturel. On est en plein centre-ville de Genève. Et comme on demandait un parc public, cette solution m'a permis d'agrandir en fait le parc public en surface, en toiture de la crèche, d'avoir une vie vraiment dédiée aux enfants en partie inférieure, directement connectée à la maison existante, et puis d'avoir un parc qui peut subsister avec des traversées à peu près dans tous les secteurs de la parcelle. Cette solution m'a permis de créer un monde propre aux enfants, et on a du coup découvert les avantages de celle-ci, c'est-à-dire des locaux qui se regardent, des enfants qui se regardent vivre, qui se regardent grandir. Plutôt que d'être dirigés sur la ville, ils sont dirigés, le regard est dirigé vers eux. Du confort aussi pour les éducateurs, évidemment, puisque
Au niveau de la surveillance des enfants, c'est bien plus agréable. Et puis, lorsqu'on se situe à ce niveau-là, on n'entend plus du tout le bruit de la ville. On est vraiment dans un autre univers. Donc ça m'a bien plu, en fait, de travailler sur ce concept, pour résumer. Parce qu'effectivement, rien ne laissait penser qu'on pouvait élaborer ce genre de solution à côté d'une maison existante à laquelle il fallait se raccorder. Il fallait faire des reprises en sous-œuvre, des choses, j'imagine qu'il y a beaucoup d'architectes dans la salle, donc vous savez très bien la complexité de ce type de travaux. Mais pour moi, c'était la seule solution viable pour pouvoir donner corps à ce programme et pouvoir donner vie à ce programme unitaire pour les enfants, plutôt que d'avoir une maison sur 2-3 étages, avec les enfants qui gravitent entre le premier et le deuxième étage, et quand ils regardent dehors, ils voient la ville et les voitures. J'ai préféré effectivement élaborer cette solution d'un seul étage pour les enfants, directement connecté à la maison existante pour des questions de fonctionnement par la suite avec la maison existante où justement se situe le restaurant, la cuisine, etc. Donc les enfants vivent dans les parties souterraines, baignés de lumière par cet énorme patio qui constitue pour lui-même le jardin intérieur de la crèche. Donc on est en contrebas du parc public, avec ces énormes baies vitrées que vous voyez sur le côté, donc 2,60 m de hauteur de prise de jour, en périphérie, et puis on prend le repas dans la maison existante, avec cette fois-ci la vue sur le parc pour les enfants les plus grands. Les petits restent en bas, évidemment, dans leur coin, biberonnerie, etc. Donc cette solution dégage un parc de grande qualité. Dans le thème de la Cité de la Musique, vous verrez plus tard que le parc est aussi partie prenante du projet, extrêmement important dans le développement et dans le système d'implantation qu'on a mis en place. Là, vous voyez que la construction est extrêmement minimaliste. Elle est complètement, horizontale. Elle reprend le soubassement de la partie de la maison existante ainsi que la maison voisine, comme les maisons, comme souvent c'est le cas pour les maisons du début du siècle passé. Elle s'aligne en altimétrie avec la couverture des voies CFF. Donc on avait déjà cette horizontalité qui était créée. Alors évidemment, il ne s'agissait pas d'avoir un ascenseur qui amène les enfants en bas. On a tout travaillé avec une rampe de grande dimension pour pouvoir justement amener les enfants dans cet environnement. Et ensuite, on continue à descendre dans la crèche et on trouve les espaces de plein pied. Donc je ne vais pas m'étendre sur ce projet, mais c'est un projet sur lequel, évidemment, mon bureau maintenant est constitué de 20 personnes. À l'époque, c'était un plus petit bureau, donc j'ai beaucoup personnellement appris évidemment sur ce projet. Ça m'a permis de me projeter sur un autre projet par la suite que j'ai fait 5 ans plus tard pour un agrandissement. Donc là, on voit également la relation que la construction a avec le terrain. Il s'agit d'un agrandissement d'une maison qui se situe légèrement plus haut, on ne la voit juste pas, construite sur le haut de la parcelle, avec une parcelle de 3000 m². Donc c'était un projet évidemment exceptionnel. Les clients m'ont laissé carte blanche avec l'expérience que j'avais déjà sur ce type de construction en partie souterraine. Ils avaient en fait une parcelle qui était, donc là on voit la maison, une parcelle qui avait une différence de niveau de à peu près 2 mètres, 2,50 m. Donc pas suffisant pour créer un espace souterrain. Mais ils avaient envie d'agrandir leur maison de 3 chambres supplémentaires et puis surtout d'une piscine intérieure très longue, donc 15 mètres de longueur pour pouvoir faire des traversées, et la parcelle le permettait, la longueur de la parcelle était suffisante. Et puis il y avait cette entrée du garage à laquelle il fallait se connecter puisque le garage existait déjà, il est en sous-sol sous le jardin supérieur. Donc cette parcelle, ce bout de parcelle en situation sud-est, partie inférieure, était très peu utilisé par les clients. Et le projet, je dirais, a révélé en fait ce nouveau paysage sans altérer la maison existante, puisque lorsqu'on construit contre une maison existante pour ajouter 3 chambres, en général on se connecte à un endroit, donc on supprime une chambre ou un hall d'entrée, etc. L'idée était de construire justement un peu plus bas, en situation inférieure, pour pouvoir en fait se connecter directement au hall d'entrée de la maison et puis ensuite se développer un projet linéaire le long du bas de la parcelle sans altérer les pièces existantes de la maison. Grâce à cette solution, on a profité effectivement du bas de la parcelle qui n'était absolument pas utilisé. Comme je disais tout à l'heure, on l'a d'une certaine manière révélé
avec un rapport intérieur-extérieur entre l'architecture et le paysage qui est absolument panoramique, on va dire généreux, et puis inédit pour justement cette partie de végétation. On voit sur la coupe, je reviens juste sur la coupe, on voit sur la coupe justement l'intégration, l'incrustation en fait de cet ouvrage. On a encore le bassin de la piscine sur une autre coupe, évidemment, puisque là on coupe dans les chambres. Donc on a construit quand même relativement profond pour pouvoir ensuite faire en sorte qu'au lieu que le terrain monte, il descend légèrement, il est retenu par ce mur de soutènement qui fait partie de l'architecture. Et puis, du coup, on a nos 2,50 m de hauteur pour pouvoir habiter, avec 3 chambres qui sont situées comme ceci, avec la relation directe, l'escalier le plus proche possible. Et puis ensuite, cette déambulation le long de la piscine face à cette baie vitrée. La nouvelle entrée du garage, avec de nouveau un jeu de topographie. Évidemment, on se raccorde avec l'existant. On voit l'impact de la construction par rapport au jardin supérieur. Donc cette solution nous a permis également d'agrandir le jardin supérieur, ce qui était un avantage évidemment pour les clients privés, puisqu'ils avaient une parcelle qui déclinait à partir d'une certaine distance, et là du coup ils ont pu avoir un jardin horizontal agrandi, et puis l'impact de l'agrandissement finalement est très minimum, puisqu'on a sur cette partie de l'agrandissement, la prolongation du jardin, un mur de soutènement, évidemment, qui permet de séparer le haut et le bas, qui est en même temps la poutre, le sommier renversé, comme on dit, pour soutenir en fait la toiture, et permettre d'avoir une baie vitrée sans aucun porteur le long de la façade, ce qui permet d'amplifier en fait les vues, les relations de l'intérieur à l'extérieur. Donc cette solution technique est évidemment élaborée spécifiquement par rapport à la hauteur, la position, la matérialité. On a intégré un profil métallique dans tout le parapet, de façon à porter en fait dans le sens linéaire, ce qui est absolument pas rationnel, mais par contre ça permet de dégager justement une baie vitrée le long de dégager complètement la baie vitrée, étant donné que la structure est supportée par ce sommier qui passe en fait au milieu de la toiture, au-dessus du plafond. Voilà justement le résultat recherché depuis, avec cette technique mise en place. On a finalement un rapport entre construit et nature qui est très intense. Comme je disais aussi pour la Cité de la Musique, c'est un thème qui évidemment m'intéresse. On est presque plus dans une architecture paysagère, avec justement ce muret de soutènement qui fait partie de l'architecture proposée, avec finalement cette topographie qui permet quand même d'avoir une baie vitrée de 2,50 m de hauteur, toute hauteur. On est dans un sous-sol, on est évidemment un étage plus bas que le rez-de-chaussée de la maison existante, mais on est vraiment dans un nouveau rez-de-chaussée révélé, comme pour la crèche de Saint-Jean tout à l'heure. On voit justement ces deux projets que j'ai développés à 5-6 années d'intervalle, qui m'ont justement permis d'asseoir entre guillemets un peu mes intuitions peut-être par rapport à ce type de construction. Alors bon, le sous-sol a une limite évidemment, mais je fais partie des gens qui aiment explorer justement ce type d'espace un peu inédit. Je pense que vous aussi certainement dans la salle, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a attiré depuis le début. Ça fait maintenant plus de 17 ans que je travaille sur ce thème-là. À chaque fois que je peux le mettre dans les projets, quand ça a du sens évidemment, ça me paraît important de le faire. Après, les deux autres projets que je vous présente sont des projets différents. On n'est pas encastré dans le sol ou en souterrain, on est posé sur le sol. Et en fait, la notion de poser sur le sol pour cette maison est encore plus importante, parce qu'en fait, elle est construite en module préfabriqué, donc on a une méthode de construction très modulaire, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, on travaille avec le profil du terrain, on a un terrain, comme vous le voyez, qui est fortement en pente sur la partie ouest, on va dire, nord-ouest, et puis qui est relativement plat sur la partie arrière. Alors, Jean-Paul, tu disais tout à l'heure, justement, architecture économique, pourquoi pas, c'est un exemple. Les clients
qui était venu me voir préalablement, voulait agrandir, enfin transformer cette maison et l'agrandir. On a fait un projet, 2 projets, 3 projets, puis finalement le volume d'agrandissement était 3 fois supérieur à la maison existante. Ils avaient des besoins en termes de mètres carrés qui étaient absolument incompatibles avec la notion de conservation, de bricolage par rapport à une maison qui faisait à peu près 100 mètres carrés habitables. Le total désiré était plutôt de 300 mètres carrés habitables, donc on a travaillé pendant un petit moment sur cette maison rénovée qui se situait vraiment au milieu de la parcelle. Donc les aménagements extérieurs étaient assez pauvres et finalement relativement fades et insipides, puisqu'on a une maison posée au milieu de son terrain et puis on tourne autour avec le jardin. Et puis ensuite on a des buissons parce qu'on avait une pente qui était relativement forte, donc on avait un espace extérieur qui n'était absolument pas exploité. Lorsque finalement l'agrandissement de la maison s'est avéré relativement coûteuse et compliquée pour les clients, qui avaient fait 2-3 allers-retours, entreprise générale, retour chez moi, on leur a proposé justement cette maison en module préfabriqué, et on a décidé de partir sur des éléments de box de garage, donc qui sont préfabriqués pour mettre les voitures à l'intérieur. Donc c'est des modules de 3 mètres par 3 mètres par 6 mètres de profondeur. On a beaucoup regardé un petit peu les constructions qui se font en Suisse, à l'étranger. On est tombé sur une société allemande qui nous proposait en fait un choix très, très intéressant, parce qu'elles offraient en fait une préfabrication totale de ces éléments sans reprise de tête de dalle avec les murs. Donc c'est vraiment un élément coulé en une seule pièce directement dans ces moules, on va dire, en usine. Donc là notamment c'est une halle qui contient 5 moules. 5 moules sont coulés le matin, 5 l'après-midi, donc 10 par jour. Notre maison en compte 19, en 2 jours elle est fabriquée. Et on a pu travailler main dans la main avec cette entreprise pour pouvoir justement définir les ouvertures qu'on souhaitait, des grandes baies vitrées, des murs pleins, etc. Cette société nous proposait également le module complet avec 4 petits poteaux et juste la toiture, donc on peut parquer une voiture juste en couvert mais sans l'avoir fermée. Et par rapport à ça, on a pu exploiter des cubes ouverts entre eux, donc avec une suite logique. On a chaque fois la nervure entre les cubes évidemment qui est présente, parce que l'ouverture a une certaine hauteur maximum, heureusement plus importante que 2 mètres. Et puis la longueur maximum de l'ouverture, on pouvait aller jusqu'à presque la totalité du box, sauf les petites têtes de mur qu'on voit ici. Ensuite, on a joué avec ces modules. Donc, comme on le sait, ces garages peuvent être destinés pour une voiture toute seule. Donc, on rentre de l'autre côté, puis on a un box pour une voiture, ou en groupe de 2, comme c'est le cas ici. Donc, un module, 2 modules. On s'est dit finalement, c'est un peu l'identité de la maison. On va travailler avec ça. On va faire en sorte d'avoir chaque fois un décalage entre un module ou 2 modules, mais jamais 3 modules alignés. En plus, il y a des imperfections parce qu'il y a des formes légèrement différentes, donc on ne voulait pas jouer dans quelque chose de trop compliqué. Donc on a pris l'option d'aligner les choses plutôt à l'intérieur pour favoriser en fait l'espace intérieur, l'aménagement, comme par exemple on le voit ici avec l'isolation, la cuisine, le meuble cuisine. On crée ce décalage. Ici, on a un tout petit décalage parce que les modules ici sont un peu plus grands, de plus grande dimension, ils sont posés dans l'autre sens que le module allongé. Donc, de toute façon, c'était impossible de pouvoir tout aligner. Donc, on s'est laissé aller dans ce jeu de dimensionnement qui était finalement issu de la méthode de l'entreprise et des dimensions qu'elle nous offrait. Par contre, on a énormément travaillé sur les percements, les ouvertures, les perspectives qu'on pouvait créer, en additionnant les modules les uns avec les autres, et c'est devenu le jeu de cette maison qui justement, à l'emplacement de l'ancienne maison, nous crée un jardin très intéressant, et puis ensuite, par des décalages comme ceci, on obtient des patios, ouverts latéralement. Voilà, c'est des choses qui nous ont effectivement énormément stimulés, avec les 2 blocs supérieur pour un séjour supérieur avec la vue qu'on voit ici justement. Les blocs sont arrivés en version brute sur le site évidemment, puis ensuite on a travaillé en traditionnel à l'intérieur, isolation à l'intérieur, avec évidemment tout ce qui est important
comme barrière de vapeur pour toute la partie, disons, ergonomique et thermique du bâtiment. On voit également que les blocs situés au sous-sol avec ce jeu de décalage nous permettent tout à coup d'avoir un petit patio à ciel ouvert qui prend un peu de lumière pour amener de la lumière dans le couloir. Donc on a vraiment joué avec ces modules. Donc c'est un petit patio qu'on ne voit pas, il est juste là, mais il prend une lumière très intéressante, et la pluie et la neige. Et puis on a adapté également le projet à sa topographie pour des questions économiques, puisqu'on était vraiment à la recherche de chaque mouvement de terrain minimisé, on va dire, pour rentrer dans un certain budget. Donc c'est une maison qui a évidemment coûté 3 fois moins cher en termes de construction béton que si on l'avait fait en traditionnel. Ça a permis de dégager une certaine somme quand même correcte pour pouvoir faire justement les finitions, les aménagements, les fenêtres, les stores, etc. Traditionnellement. Donc on aurait pu faire cette maison aussi avec des blocs métalliques, évidemment, comme on le voit de temps en temps. Mais la législation en France, là c'est un projet qu'on a fait en France, à la frontière genevoise, ne nous permettait pas forcément d'installer des éléments métalliques. On avait une législation avec des toits en pente qui avait juste été supprimée au moment où on a déposé l'autorisation, donc on a pu vraiment passer entre les gouttes. Et puis ils imposaient la toiture végétalisée, ce qu'on a fait, ce qui était d'ailleurs proposé par l'entreprise de garage, toiture végétalisée avec, donc c'est vraiment très économique. Et voilà, on a joué également avec cette topographie pour avoir justement une descente, et puis ensuite on remonte parce qu'on a des blocs ici au sous-sol, et puis on ne voulait pas descendre trop bas. Et on a commencé à comprendre ce que pouvait être aussi la topographie à l'intérieur de l'architecture, ce qui nous amène au projet suivant. Chaque élément était... donc on a fait un chantier en 3 phases. Chaque secteur a été livré en 1 jour. On coulait les semelles suivantes et on livrait le suivant 2 semaines après. Donc la maison a été réellement montée en 3 jours, mais 3 jours séparés au niveau du calendrier, pour pouvoir faire les semelles de fondation entre-temps, et puis ensuite avoir une livraison sur camion grue directement avec montage très rapide en très très peu de temps. Voilà le résultat du projet côté depuis le bas de la parcelle, avec justement ce Salève qu'on voit derrière, qui est une montagne très importante pour nous à Genève. On n'est pas dans le même paysage que vous. Donc c'est une pièce importante du paysage, et puis cette solution qui potentiellement pourrait permettre même un agrandissement de cette maison en bas de la parcelle avec un accès séparé pour peut-être une maison modulaire qui pourrait même s'agrandir au gré des besoins. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a exploré en 2010-2012 et qui nous amène, on va dire, presque naturellement sur cette école qu'on a réalisée récemment à Prangin. Enfin récemment, ça date déjà de 3-4 ans, mais les projets ont été faits vraiment à la suite. J'ai souvent dit que sans cette expérience de la maison préfabriquée, l'école de Prangin n'aurait certainement pas vu le jour sous cette forme-là, puisqu'on a beaucoup de choses qui ont été alimentées en fait par la maison préfabriquée dans l'école de Prangin. Pourquoi? Alors simplement parce qu'on est avec la maison préfabriquée, on est dans une sorte de fragmentation de la volumétrie. Donc ça c'est évidemment quelque chose qui m'a intéressé, interpellé. Donc on avait 20 modules finalement qu'on fragmente, chaque pièce ou chaque 2 pièces, où chaque pièce est constituée d'un module ou de 2 modules. Donc ça crée une maison relativement linéaire ou en cascade, donc on peut jouer avec ça. Il y a un champ très très vaste d'assemblage. On pourrait imaginer des assemblages complètement différents. Ça reste la même architecture, on peut la composer en fonction du programme du client ou des besoins ou des exigences ou des critères économiques. Donc ça c'est évidemment quelque chose qui a développé une certaine réflexion par la suite. Pour l'école de Prangin, la particularité est que le programme était constitué, et là on va venir à la Cité de la musique par la suite, de 2 entités. On a l'école qui est constituée de 6 classes et une entité qui s'appelle l'UAPE, qui est l'unité d'accueil pour les écoliers, qui devait s'intégrer au programme.
Plutôt que d'avoir l'impression d'avoir 2 entités, par la fragmentation dont je vous parlais, on a créé 4 entités, donc on a fait une école en forme de croix avec 4 modules bien visibles. L'implantation reprend en quelque sorte les traces du village et l'implantation de certains immeubles. Par contre, on se met en opposition du bâtiment voisin adjacent qui est celui-ci, qui avait été construit 10 ans, 15 ans préalablement, qui est une salle polyvalente, qui s'est implantée de cette manière dans un terrain qui ressemblait à un triangle. Et puis nous, on avait aussi un terrain qui ressemblait à un triangle de l'autre côté du cheminement que vous voyez ici. Donc on avait à la base une donnée de départ qui était un peu miroir. On a voulu évidemment s'en détacher, non pas pas simplement pour la forme, mais disons parce qu'on trouvait que le chemin, la structure du chemin était simplement un peu trop mis en phase pour créer une symétrie à ce point-là. Donc on s'est plutôt rattaché à la géométrie, l'orthogonalité du village, ce qui a permis en fait de créer des espaces relativement intéressants, une certaine tension, et puis une école qui s'inscrit plutôt contre le village qu'en réponse aux bâtiments existants. La topographie qui nous a été proposée montre une différence de niveau entre une partie supérieure et une partie inférieure qui est à peu près d'un étage. Donc, étant donné qu'on a 2 programmes, l'UAPE et l'école, assez rapidement on s'est dit qu'une entrée devait être en bas, puis une entrée devait être en haut, et les choses devaient, si possible, communiquer entre elles. Donc, on est parti sur cette base-là. Et puis, ensuite, étant donné qu'on ne voulait pas créer 2 entités, mais plutôt un groupe d'entités dans laquelle l'UAPE finalement se mélange avec l'école, on a fait le choix de créer 2 salles de mettre 2 salles par aile principale, en installant une petite salle parascolaire ici. Donc c'est vraiment une petite école de programme de 6 classes, ça n'a rien à voir avec une école normale, c'est une école enfantine pour les enfants de 4 ans à 7 ans, 8 ans maximum. Et on a fait ce choix pour justement offrir aux écoliers une dimension, on va dire, domestique. On voulait vraiment que l'école, la première école, l'école enfantine, soit le prolongement peut-être de leur environnement quotidien, la maison, une échelle pour lesquelles ils sont habitués d'avoir, et non pas forcément une école avec un rez-de-chaussée, un étage, des salles au premier étage, des problèmes de garde-corps, de chute, etc. Donc on s'est dit on va essayer de créer une école fragmentée de 4 volumes pour réduire cette échelle, et puis on va, grâce à ces 4 volumes, utiliser ce qu'on a appris dans la maison préfabriquée pour épouser en fait le terrain avec ces 4 volumes. Donc là on n'est pas dans de la préfabrication, on peut faire ce qu'on veut, mais on donne quand même l'impression finale que chaque entité est posée sur son terrain, de façon à ce que chaque classe ait un rapport avec l'extérieur équivalent à ce que entre elles, on va dire. Donc c'est l'exemple que vous voyez ici. Chaque classe retient d'une certaine manière le terrain qui monte. On a une allège, on a une très grande fenêtre qui va jusque tout en haut. Comme on n'a pas de problème de chute, puisqu'on est au ras du terrain, on peut se faire plaisir avec des grandes baies vitrées qui vont jusqu'en bas. Même si on les ouvre, les enfants ne vont pas tomber, etc., etc. Donc on voulait absolument que ce point de départ puisse être valable pour toutes les classes. Ensuite, l'UAPE s'installe par-dessus et forme justement le préau couvert qu'on voyait tout à l'heure sur une des images. Cette progression des volumes et des espaces montre effectivement qu'on est vraiment dans une échelle très domestique. Donc on pourrait imaginer la maison préfabriquée avec chaque élément qui vient épouser le terrain pour des questions, dans ce cas-là, économiques. Là, c'est plutôt pour des questions de dimensionnement et de relation entre l'intérieur et l'extérieur, et puis de dimensionnement de la circulation intérieure. On a une différence de niveau de à peu près 95 cm entre chaque bloc, ce qui nous permet de gravir en fait la topographie d'une différence de 3 mètres de hauteur du bas vers le haut. Donc on a chaque fois 1 mètre de plus à peu près, donc on arrive aux 3,60 m, 3,80 m dont on a besoin. Cette topographie à laquelle on doit s'adapter, finalement, devient le point central de la distribution de l'école. Donc ça, c'est aussi, évidemment,
un choix, une obligation, je dirais, d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, comme on le sait. On pouvait pas, mais on voulait surtout pas distribuer l'école avec un ascenseur. On sait très bien que les enfants, les écoliers ne prennent pas l'ascenseur. C'est vraiment en cas d'accident ou de chaise roulante. Donc on voulait vraiment une école ludique qui peut justement qui peut justement distribuer confortablement tous les espaces et en plus créer un espace fédérateur, comme je l'ai dit, ludique pour les enfants. Donc on voit qu'entre le palier inférieur et le palier supérieur, on a les 95 cm de hauteur, donc c'est juste en dessous de ce qu'il faut. Au-delà de cette hauteur, on est obligé de mettre des barrières, des choses comme ça. Donc on joue avec cette topographie, on a du coup des escaliers qui sont des quarts de palier. En fait, on a 5-6 marches maximum, ce qui représente un escalier à l'échelle de l'enfant, on va dire. Donc quand on est au bas de l'escalier, on est enfant, on voit le sommet de l'escalier, ce qui est déjà beaucoup plus agréable que de voir un escalier normal de 14 marches. Et puis surtout, on a ce parcours de rampe qui complète le système et qui permet d'avoir une multitude de parcours possibles. Alors on l'a vu après, une fois que l'école a été mise en service, alors les enfants sont dans leur univers, dans un petit paradis, ils prennent la rampe, ils sautent l'escalier, ils sautent le podium, etc. Ils sont très très vite en fait dans le hall d'entrée. C'est une école concentrique, donc c'est comme si on avait construit une école d'un plein pied, mais en fait on a créé ces décalages de 1/3 du niveau entre chaque entité, ce qui permet d'épouser en fait la pente du terrain. Et ça donne effectivement un rapport à cette circulation qui est extrêmement ludique et inédit à mon sens en Suisse. On a ce rapport entre une fenêtre qui touche le sol, puisque là on est dans la partie du couloir, et une fenêtre qui est légèrement surélevée mais qui touche le plafond dans la partie justement adjacente. Donc on a 1 mètre presque de différence de hauteur, mais au niveau des progressions, des percements, on n'a que 45 cm de progression à chaque fois, puisqu'on a repris le principe de la maison préfabriquée avec un percement par façade, ce qui permet d'avoir une lecture très progressive de cette dénivellation qu'on vit à l'intérieur. Donc vous voyez ce principe qu'on a développé dans la maison, un percement par face. Lorsqu'on tourne, on a le deuxième bloc qui a son percement sur l'autre côté, cette face-là a un percement, celle-ci aussi. On a repris ce principe avec ces grandes baies vitrées de classe, et puis sur les côtés, comme vous avez vu précédemment, sur cette façade latérale où on a le couloir, on a des petites fenêtres qui sont cette fois-ci à ras du sol et qui gèrent en fait la progression de la topographie à l'intérieur de l'école. Donc voilà, tous ces projets m'ont amené à cette réflexion qu'on a élaborée pour la Cité de la musique. Alors c'est pas grâce à ces projets qu'on a réussi à être invité pour ce concours important, c'est plutôt à la suite des projets du Pavé Étoile qu'on a remporté à Genève, que j'ai fait avec un architecte portugais qui s'appelle Gonçalo Birne, avec qui justement j'avais commencé une collaboration au Pavé Étoile, dans une équipe pluridisciplinaire, donc il fallait un urbaniste, architecte, etc. On a été retenu et on a gagné ce concours du Pavé Étoile, donc c'est le secteur, effectivement, comme Jean-Paul l'a dit, qui est le secteur, c'est la pièce maîtresse en fait du développement du PAV à Genève, puisque c'est le secteur où on pourra construire des tours de très grande hauteur, allant jusqu'à 170 mètres de hauteur en théorie. Et on a gagné ce concours d'urbanisme qui nous a effectivement permis de développer, il y avait 500 000 m² de surface de plancher, donc c'est un projet très ambitieux. Et puis on avait été approché à l'époque par la fondation qui voulait justement implanter la Cité de la musique, qui voulait peut-être implanter la Cité de la musique au Pavé Étoile. Mais le projet était tellement grand que c'était impossible, donc on n'a pas réussi à trouver d'emplacement au Pavé Étoile. Par contre, évidemment, on était très intéressés de pouvoir faire le concours par la suite, que la fondation allait lancer, raison pour laquelle on a été ensuite invité, et puis on a eu la chance de remporter ce concours, qui était un concours sur invitation internationale à des bureaux destinés à des bureaux prestigieux. Il y avait quelques bureaux suisses, mais beaucoup de bureaux étrangers qui avaient déjà réalisé des salles de concert dans le monde entier. Je pense que, pas besoin de citer de nom, mais je crois qu'il y avait à peu près tous les architectes mondialement connus, des prix Scare Price, voilà. Donc pour nous, c'était une compétition évidemment stimulante, on ne va pas se le cacher.
Et puis d'avoir gagné ce projet, c'est une grande fierté, puis surtout aussi une grande responsabilité, puisqu'il va falloir maintenant le construire. Pour en revenir au projet de la Cité de la Musique, on a dans le programme également deux entités très importantes. D'une part, le bâtiment public, qui contient 3 salles de concert, plus tous les locaux de l'Orchestre de la Suisse romande et les backstage, tout ce qui accompagne en fait le lieu de résidence de l'Orchestre de la Suisse romande. Et puis on a une deuxième entité qui est la HEM, qui justement par ce complément du programme va créer cette synergie entre les étudiants, les musiciens, les professeurs qui sont parfois des musiciens dans l'orchestre, les étudiants qui seront des futurs musiciens de l'orchestre. Donc ce programme a été constitué, je crois que le point de départ c'est 2013 du projet. Ensuite ils ont décidé de chercher un terrain, donc en 2015-2016 ils ont cherché des terrains. Et puis 2016, ils ont décidé d'organiser le concours qui a été lancé en janvier 2017. Le programme a été fait effectivement en amont de notre travail, en synergie entre la Haute École de Musique et puis l'Orchestre de la Suisse romande. Le projet est chapeauté par la Fondation pour la Cité de la Musique de Genève, dont M. Dinkel vous en parlera peut-être tout à l'heure. C'est un projet très ambitieux, alors cette fois-ci dans le sens réel du terme, puisqu'on a, je ne pourrais pas vous dire les détails de mètres carrés, mais on a des volumes, on a à peu près, je pense, 230 000 mètres cubes, je crois, de volume, donc voilà, c'est très important. Le volume de la salle en lui-même est extrêmement important, et dans la stratégie d'implantation de la salle de concert ou bien des programmes qu'il a fallu déjà décortiquer, les choix stratégiques étaient évidemment fondamentaux pour pouvoir placer les choses au bon endroit. Voilà pour l'introduction. Donc c'est une parcelle qui est très intéressante, donc ils ont finalement trouvé une parcelle qui moi m'intéresse énormément, parce qu'elle représente de nouveau. Elle a de nouveau une topographie à peu près à l'intérieur de 7 mètres de différence entre le haut et le bas. Elle est située aux abords de la place des Nations, donc on a le Palais des Nations Unies qui est juste ici. On est à la limite de la ville qui commence à se densifier, donc là, avec l'hôtel intercontinental, l'OMPI, l'Organisation mondiale de la protection intellectuelle, et puis le musée de l'Ariana, le musée de la Croix-Rouge, donc toute la partie justement des organisations internationales qui sont souvent des bâtiments implantés à Genève dans des grands parcs avec des arbres de plus que centenaires, avec des belles essences. Donc on est vraiment sur cette parcelle à mi-chemin entre la ville construite et la ville pavillonnaire des organisations internationales. C'est ça qui est intéressant. On a, donc ça c'est le plan qui est maintenant en étude pour le plan localisé de quartier, qui reprend justement la forme de notre projet remporté, mais le plan qui nous avait été transmis dans le cadre du concours était celui-ci. Donc on a une végétation évidemment qu'on avait le droit d'abattre sur certains secteurs, on a une surface rouge rose foncé dans laquelle on peut implanter le bâtiment, et puis on a la constitution d'un futur parc public qui est presque plus grand que le bâtiment, en tout cas en termes de surface. Et puis, comme je disais, qui est très important dans notre projet, puisqu'il longe le bâtiment pour justement rejoindre la promenade qui va de la Perle du Lac aux organisations internationales, et puis encore un peu plus haut. Il y a un campus universitaire assez important avec l'IHEID, donc qui est au bord des voies CFF. On est sur la promenade de la Paix, et puis ensuite on est à la Perle du Lac, pour ceux qui connaissent assez bien Genève. Donc c'est un endroit très stratégique. L'implantation possible était justement celle-ci. Donc on avait une surface relativement étroite quand même, qui était encore plus étroite à certains endroits pour justement la préservation de certaines essences, ou en tout cas de l'espace public, puisqu'on a cette frange rose qui est inscrite en espace vert, donc on ne peut pas construire dans les espaces verts. Genève a voté il y a quelque temps Sauvons nos parcs, donc aucune construction ne peut être implantée. Et pour les promoteurs du projet, la Fondation, évidemment, c'était important d'avoir un projet qui soit réalisable immédiatement et qu'il n'y ait pas de recours ou de discussion politique. C'est pour ça qu'ils se sont
ils se sont fixés sur cette parcelle qui appartient en partie à l'ONU et puis une partie à l'État. Les parcelles ont été cédées pour une période de 90 ans, à discuter pour plus longtemps éventuellement, mais en tout cas, c'est un droit de superficie qui sera justement octroyé à la Cité de la musique. Donc, comme vous le voyez, notre projet donne plus d'espace au parc public. Donc, on a par le jeu d'emboîtement des volumes, on a un élargissement du parc public qui permet justement d'accompagner le projet. Et ça aussi, je pense, été un élément assez déterminant dans le choix du jury, puisqu'on n'a pas pris toute la surface, on n'a pas construit un gros bloc rectangulaire, on a vraiment travaillé sur la fragmentation de ces deux entités, HEM et bâtiment public de salle de concert, ce qui diminue en grande partie la perception de ce volume qui nous paraissait, nous, à la lecture du programme, déjà très, je ne veux pas dire monstrueux, mais c'est un programme qu'il a fallu digérer, et on a mis du temps à le digérer, on a mis du temps à séparer en fait les fonctions de la haute école, même si les titres étaient très clairement indiqués, mais il a fallu hiérarchiser en fait les parties du programme un peu privatives ou plutôt publiques, et puis trouver surtout une stratégie qui permette à ce bâtiment de fonctionner avec le public, avec les étudiants, sans que les gens se marchent dessus, et tout en ayant une synergie et une combinaison intéressante. Donc le parc public, c'est l'élément déterminant de notre projet, comme je l'ai dit, avec cette relation importante au niveau du foyer de l'entrée. Donc on a un foyer qui est en pente, donc on reprend en quelque sorte les pentes qu'on a élaborées dans l'école de Prangin. On a une pente de 3%, qui est une pente presque naturelle, qui accompagne le parc et qui distribue en fait les différentes salles de concert. Donc on a l'esquisse des 3 salles de concert, qui sont la salle philharmonique, le grand studio, qu'on appelle grand studio, donc c'est une combinaison entre une salle lyrique et une salle récitale, et puis la black box qui est située en sous-sol et qui a une jauge de 200 personnes à peu près. Donc on passe d'une jauge de 1750 personnes, 550 personnes à 200 personnes. Donc en fait, on a hiérarchisé la position de ces salles de concert. On a vu qu'évidemment la plus publique était la salle philharmonique, donc on l'a placée naturellement proche de la place des Nations. Et puis ensuite, par effet de chronologie, on a tout au fond la black box qui, elle, est principalement dédiée à la Haute École de Musique, donc directement reliée au sous-sol à la Haute École de Musique, qui sera surtout utilisée par l'école avec des configurations extrêmement diverses, musique électronique, etc. Alors que pour la salle philharmonique, on est vraiment dans une salle non amplifiée, uniquement pour les concerts symphoniques. Et puis le grand studio permettra une mixité de programmation et de représentation possible. Donc tout ça pour dire que le grand foyer qui suit la pente de la parcelle distribuera naturellement de plein pied, et évidemment aux étages, la grande salle, de plein pied la salle, le grand studio, et puis par une contre-rampe qui descend, la black box où le public accédera au premier étage et aura un foyer en partie inférieure. Le parc public est constitué de cheminements évidemment piétons avec pistes cyclables, donc je ne vais pas m'étendre trop. On a le parc, je vais quand même en dire 2 mots, puis c'est un projet important aussi, mais il reconstitue en quelque sorte le vallonnement qui est présent sur le site. On utilise ce vallonnement pour créer une sorte de mini-théâtre et puis de bassin de rétention d'eau, tout simplement. Et on aura du coup la possibilité d'avoir des improvisations, on va dire, des représentations à l'extérieur, tout simplement. On a évidemment une partie des arbres qu'on abat, mais on replante énormément d'arbres également. Donc actuellement, il ne s'agit pas d'un parc public, il s'agit d'une zone de verdure qui est quasiment inaccessible, puisqu'elle fait partie des parcelles de l'ONU, donc privative. Et ensuite, évidemment, ce parc contiendra, là je suis allé un peu trop vite, ce parc contiendra la promenade qui reliera le bord du lac en passant par la passerelle de la Paix, promenade de la Paix jusqu'au Morillon, Grand Saconnet. Voilà la composition en fait de notre fragmentation. Donc comme je le disais, HEM public avec les 2 entrées de chaque côté, donc une entrée publique grand format, puis une entrée secondaire mais qui peut être publique ou étudiant. Les étudiants peuvent aussi rentrer par en bas évidemment. Donc tout simplement, cette configuration nous permet d'installer la Haute École de Musique
comme si elle était complètement à l'intérieur du parc. Donc la haute école est entourée du parc quasiment. Et puis les salles de concert sont évidemment dirigées côté ville, côté public. On a ici justement un rez-de-chaussée inférieur, rez-de-chaussée supérieur combiné qui montre justement l'accessibilité, le foyer qui suit le parc, et puis ensuite on arrive dans cette entrée secondaire qui elle est au-dessus de la cafétéria et commence à distribuer en fait la partie de la haute école de musique. Tout l'aspect programmation est justement condensé dans cette petite axonométrie. Donc, tous les espaces bleus sont les espaces dédiés à la musique, donc d'enseignement, donc l'enseignement de la musique au sein de la HEM. Le centre, au même titre que les salles de concert publiques, sont en fait les salles d'audition de la haute école de musique qui permettront d'accueillir quand même un public par rapport aux auditions des élèves ou autres représentations. Donc on a mis ces éléments, cet élément au centre du système du triangle. On a vraiment ce trapèze, ce bâtiment public en forme de trapèze qui rencontre ce bâtiment en forme de triangle, le bâtiment de la HEM. Et puis grâce à cette implantation, on a en fait une rue intérieure qui est d'une sorte de diagonale, mais en réalité c'est une ligne exactement perpendiculaire à la place des Nations. Donc on est vraiment dans la perpendicularité 90 degrés par rapport à la place des Nations. Mais comme la route de Ferney a un léger angle, et puis que les bâtiments au-dessus sont aussi légèrement posés en biais, il est clair que l'implantation qu'on a, la forme en fait, la formalisation, la volumétrie est issue d'énormément de petites choses aux alentours, décalage, la ligne justement à ne pas dépasser par rapport à la végétation, mais on a vraiment cette rue intérieure qui est en face de la place des Nations et qui va offrir une circulation directe, je dirais intuitive et naturelle à l'intérieur du bâtiment pour relier ou pour séparer également les différentes fonctions. Cette diagonale a aussi cette faculté de pouvoir séparer en fait les choses ou de les relier. Voilà la chronologie des salles. Donc salle philharmonique avec une hauteur de plafond évidemment importante pour des questions acoustiques, volumétrie, etc. Structurelle également. On travaille avec des doubles coques. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais au niveau acoustique, c'est extrêmement pointu. C'est ce qui se fait de mieux actuellement dans le monde pour ce type de salle. On travaille avec une équipe constituée d'acousticiens d'expérience, puisque eux, leur travail, c'est de faire que des salles de concert, et puis avec des scénographes qui sont toute l'année à travers le monde entier, puisqu'ils ont 3-4 chantiers en même temps. Donc on a eu la chance de constituer cette équipe autour de nous, avec des gens très expérimentés, qui nous apportent en fait les conseils techniques qui va jusque même aux livraisons, à toute la logistique qu'un tel bâtiment demande, livraison des camions, des musiciens, des instruments, restaurants également, cafétéria, etc. La salle intermédiaire Grand Studio a cette configuration avec des plateaux qui permettent de constituer des fosses d'orchestre, ou bien pourrait servir également à la répétition d'orchestre sur un sol extrêmement plat, donc elle est extrêmement modulable, tous les sièges peuvent s'enlever. Et puis la black box est constituée avec des galeries qui permettent une configuration, disons, on peut mettre les musiciens au centre, on peut mettre aussi le public au centre, les musiciens ailleurs, donc on a vraiment une liberté de positionnement puisqu'on est dans une salle qui peut être amplifiée. Alors que dans la salle philharmonique, l'acoustique, la projection du son, évidemment, tout le calcul lié à la projection du son par rapport à la place du spectateur, d'écoute, de l'auditeur, c'est un calcul très savant. On travaille justement avec les acousticiens Nagata, pour ne pas les citer, qui ont justement une très grande expérience de ce type de salle constituée en vignoble, comme beaucoup de salles actuellement. Donc il y a Hambourg, Copenhague, la plus ancienne est la salle de Berlin, de Hans Scharoun. On est un peu plus à Berlin, on a une configuration beaucoup plus horizontale, on va dire un peu comme un coquillage. Là, on a une configuration un peu plus verticale, et puis à Hambourg, pour ceux qui connaissent, on a vraiment une très grande hauteur, une verticalité avec des 4e, 5e galeries aussi, avec disons, la résultante de tout ça, c'est d'être à peu près chaque fois à 24 mètres maximum du chef d'orchestre, ce qui représente en fait un calcul de réverbération du son parfait, on va dire, encore
enfin acceptable. Au-delà de ça, ça commence à être compliqué. Évidemment, quand on est plus proche, c'est certainement encore mieux. Les salles en vignoble permettent justement de mettre un maximum de personnes le plus proche possible de l'orchestre. Alors bon, il y a beaucoup de discussions entre la projection du son, quand on a des chanteurs, des choses comme ça, des solistes. Donc on projette le son, les solistes ont l'habitude de chanter dans une seule direction, les violoncelles également. Bon, Philippe Nickel pourra en parler mieux que moi, hein. Mais disons, on a des grandes discussions au sein de la Fondation par rapport à ce type de salle, en confrontation avec la simple boîte chaussures, hein, qu'on connaît, la shoebox comme on l'appelle, où justement la scène est en face, et puis depuis la scène on projette le son vers un public qui est linéairement, frontalement comme ça par rapport à l'orchestre. Là, l'avantage, c'est qu'on aura une configuration qui permet d'avoir disons une souplesse par rapport à la position du chœur. Quand on a un chœur de 150 personnes, on peut enlever le chœur et puis mettre du public. Quand on n'a pas le chœur, évidemment, on met le public à la place. Donc on a une jauge différentielle qui peut être intéressante dans la programmation. Et on a aussi des places latérales qui sont très intéressantes, avec des visions très proches de l'orchestre. Donc il y a la dimension acoustique, mais il y a la dimension visuelle qui, nous, évidemment, nous intéresse. Les acousticiens aussi, les scénographes. Donc c'est pas uniquement un avis d'architecte et visuel, c'est vraiment une question d'ambiance et de participation de l'auditeur au concert actuel ou au concert de demain. Je vous en parle parce que je n'ai pas d'image de synthèse de la salle, mais on en a faite, mais elle n'est pas dans ma conférence, donc je vous en dis 2 mots quand même. La circulation principale du bâtiment est constituée avec des jeux de rampes pour pouvoir gravir les différents étages. Donc là, on a le foyer du bas et le foyer principal au premier étage de la salle philharmonique, plus un foyer au 2e étage. Et puis on a ce système de rampes qui nous amène jusqu'au restaurant tout en haut, qui, les rampes, communiquent avec les rampes de la Haute École de Musique. Donc vous voyez le système de rampes ici, qu'on voit ici. Et puis dans la Haute École de Musique, on a les mêmes rampes, mais parfois qui communiquent entre elles de façon à créer de la spatialité et puis de l'orientation, comme je disais, intuitive, puisque dans un bâtiment comme ceci, il y a une signalétique, mais on a aussi envie de pouvoir comprendre un petit peu l'espace, comprendre où est-ce qu'on a le droit d'aller en tant que public, et où est-ce qu'on n'a peut-être pas le droit d'aller, etc. Et on voit l'accès sur la route de Ferney, avec l'accès côté Place des Nations, la différence d'un étage qui correspond à l'étage du foyer principal, qui lui est au même niveau que l'entrée de la route de Ferney. Donc on a cette première rampe qui est naturellement, qui suit le parc, puis ensuite on a cette rampe qui relie l'entrée, la contre-rampe qui nous amène à l'entrée de la Black Box, et puis ensuite le système de rampe et contre-rampe qui nous amène en fait aux différents étages. Voilà, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, peut-être juste un mot sur les livraisons, camions, etc. Donc vous voyez un petit peu les accès qu'il faut prévoir avec les monts de charge et puis le noyau central de la Haute École de Musique. On arrive ici à l'entrée principale avec toute une série de locaux, pas conciergerie, mais disons contrôle d'accès, etc. Zone VIP peut-être en relation avec les loges et puis en relation avec les premiers rangs de la salle. Et puis ensuite on passe d'un étage supérieur avec l'entrée, vue sur la cafétéria, salle d'exposition, et puis les premières pièces d'enseignement pour la musique. Toute la partie secrétariat administration ici et les backstage de ce côté-là, avec la lumière du jour évidemment. Et puis la bibliothèque centrale, principale, qui est située en fait au 3e étage, en relation avec la HEM, mais également aussi avec l'OSR. Toutes les parties publiques de déambulation autour de la salle principale, ainsi qu'autour des salles d'audition pour la Haute École de Musique. Donc ça fonctionne un peu comme un 8. Et puis tout en haut, on a ces espaces représentatifs pour les étudiants d'un côté et puis pour le restaurant pour le public de l'autre. Ce qui donne en fait une forme au projet qui est évidemment issu de son programme, mais également de sa situation géographique. Il y a une volonté aussi de la part du maître d'ouvrage d'avoir un bâtiment qui rayonne en Suisse, même ailleurs évidemment, internationalement. C'est des questions qu'on s'est énormément posées quand on a fait le projet. On n'a pas une situation géographique. Malheureusement, le bâtiment n'est pas construit au bord du lac, comme peut-être ça avait été suggéré au début. On ne peut pas construire au bord du lac, donc
On a trouvé une parcelle qui est un petit peu plus loin, mais on est à 800 mètres, à peu près 1 kilomètre du bord du lac. Et puis surtout, on est dans un paysage qui est vraiment qui est très vaste. On a les Alpes en face avec une vue absolument magnifique lorsqu'on sera au restaurant. Et puis de l'autre côté, on a le Jura qui est quand même très présent à Genève au niveau du paysage, puisque Genève est dans cette enclave. Et puis ce bâtiment a cette volonté justement de s'ouvrir des deux côtés. Et ça, c'est aussi un élément déterminant, j'imagine. Il y a quelques projets qui avaient été déposés dans cet esprit. Mais c'est vrai que j'ai cru comprendre par la suite que dans l'idée du maître d'ouvrage, du promoteur de ce projet, c'était plutôt un bâtiment qui devait se tourner vers le lac et vers les Alpes, et pas forcément vers le Jura. Mais cette dualité de programme et cette combinaison de programmes nous a fait pencher vers cette solution, qui est aussi une solution qui tient compte des gabarits en fait, disponibles, hein, parce qu'on ne pouvait pas construire à une certaine hauteur, on avait quand même une certaine limite, et puis on était extrêmement contraints sur la route de Ferney avec un gabarit maximum qui est exactement celui que je trace. Et lorsqu'on était un petit peu en retrait, on a pu aller un peu plus haut. Et par rapport à cette pointe également du côté des Nations, évidemment la distance par rapport à la place des Nations nous a permis d'aller un peu plus haut pour loger une partie du programme qu'on ne pouvait vraiment pas mettre ailleurs. Donc en fait c'est une forme qui est pas du tout gratuite, elle cherche un côté évidemment expression, et puis un côté emblématique, elle dialogue avec son site et son paysage, et puis elle fait peut-être aussi référence à Scharoun, à Berlin, à la Philharmonie de Berlin, la Philharmonie de Hambourg. Elle a aussi une vocation lyrique, évidemment. Hein. On a aussi travaillé sur les façades avec une matérialité extrêmement rigoureuse, donc on a deux matériaux, le verre et le béton, et on travaille avec cette pseudo-transparence, enfin, cette combinaison d'opacité quand on est vraiment en diagonale pure, et puis la transparence quand on est vraiment en face. Donc on travaille avec ces deux éléments pour pouvoir faire en sorte que ce bâtiment offre en fait une vibration quotidienne, ou surtout pour les soirs de concert, ça sera vraiment comme une lanterne en fait qui va depuis laquelle la lumière va jaillir. Tous les soirs de représentation, c'est un bâtiment qui aura une fréquentation extrêmement importante, et la façade est aussi un peu le dénominateur commun d'un bâtiment public qui contient du public, des couloirs, de la déambulation, des foyers, etc., avec des parties aussi beaucoup plus privatives qui contient des bureaux, des gens qui travaillent derrière, ou bien la partie de la haute école de musique où on a des salles de concert, des salles de répétition, des salles d'enseignement. On est en fait dans une école, on va dire, un peu traditionnelle, sauf qu'on a des absorbants ou des réflecteurs acoustiques pour pouvoir avoir le confort acoustique. Donc la façade est vraiment une combinaison de cette domesticité qu'on voulait peut-être obtenir. Donc on va pas commencer à ouvrir les fenêtres, mais par contre on cherche quand même de pouvoir ventiler derrière les poteaux éventuellement pour que les personnes travaillent avec un certain confort, ou pouvoir ouvrir la fenêtre pour pouvoir entendre les oiseaux de temps en temps, puis quand on fait de la musique on ferme. Et puis au niveau de la façade extérieure, il n'y a pas de changement, qu'on ouvre la fenêtre ou qu'elle ne soit pas ouverte, ça se passe derrière les poteaux, il y a des absorbants acoustiques derrière les poteaux, et éventuellement quand on ouvre les fenêtres, le son est amorti. Enfin, c'est tout un travail comme ça. Et puis, lorsqu'on a cette façade en combinaison avec les espaces de foyer, ben, évidemment, c'est un foyer qui est lumineux, il est structuré par la verticalité des poteaux, mais il est quand même baigné de lumière, et il y a une sorte on va dire, la façade appartient à tout le monde, finalement, il n'y a pas besoin d'ouvrir la fenêtre à ce moment-là. Donc voilà, on est dans cette minéralité-là qui cherche aussi une réponse au bâtiment l'ONU, qui est un bâtiment très, très dur, constitué de pierres, très minérales, et puis les bâtiments de bureaux qui sont extrêmement vitrés, presque un peu fragiles. On ne voulait évidemment pas aller dans ce sens-là, donc on pense que les poteaux verticaux vont accompagner en fait ce projet le mieux possible par rapport justement à ce rayonnement qu'on recherche et cette identité qu'on recherche. Voilà, j'ai fini, je vous remercie, et puis je vais vous relotir la discussion. Je dirais waouh, ça devrait faire rêver
la ville de Sion qui se rêve ville de la musique. Un sacré projet qui pose certainement de nombreuses questions. Mais avant de lancer les questions, je passe la parole tout de suite à Philippe Dinkel. Merci beaucoup Jean-Paul. Merci pour l'invitation. Je vais être très bref, je pourrais me demander de faire ce petit post-truc peut-être pour expliquer le comment du pourquoi de ce projet. J'ai eu la chance évidemment d'y être associé dès le début, puisqu'il a fallu non seulement expliquer ou dessiner le programme de mon école, qui est un programme qui est particulièrement dense, que Pierre l'a dit, mais également de pouvoir participer au concours. Et peut-être dire que c'était une évidence dans ce jury, très prestigieux, très international, que des 18 projets, et certains venaient de très grands noms, le projet de Pierre Alain a très vite émergé, et de manière unanime, comme le projet que la Fondation de la Cité de la Musique voulait. Vous pouvez d'ailleurs, si ça vous intéresse, sur le site de la Fondation de la Cité de la Musique de Genève, télécharger le livre de la construction. Vous pourrez justement apprécier les différentes qualités, différents défauts des projets concurrents qui n'ont pas fait le poids par rapport au projet de Pierre Alain. Évidemment, ce qui est très intéressant en ce moment, ça c'est une remarque de profane, je suis musicien, je ne suis pas architecte, encore qu'on dit parfois que l'architecture c'est de la musique métrifiée. Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir, depuis le prix qui a couronné le travail de Pierre Alain, pouvoir accompagner son évolution. Et je dois dire que ce qui me fascine, c'est cet esprit de collaboration que tu mets dans ce projet, qui nous permet de dialoguer vraiment quasiment au jour le jour et qui nous permet d'apporter des suggestions, d'entendre les tiennes, de celles de ton équipe, de celles de ces acousticiens, de ces scénographes passionnants et merveilleux avec lesquels on a la joie de travailler. Donc c'est un projet effectivement qui évolue presque au jour le jour, avec une souplesse qu'on ne peut pas toujours attendre, semble-t-il, de certains autres architectes. Certains de tes collègues, je m'en suis rendu compte, en termes d'ego, n'ont rien à envier à certains musiciens de ma connaissance. Je ne peux pas parler des artistes visuels, mais tu les connais. Bref, voilà pour le projet. Pourquoi ce projet? Peut-être dire deux mots là-dessus. Il se trouve que Genève est une ville qui est vraiment une ville musicale. Je suis très heureux de savoir que Sion veut aussi se profiler de cette manière-là. Mais il se trouve aussi que Genève, en fait, de bâtiments emblématiques dans le domaine de la musique, n'a pratiquement rien construit depuis la construction du Victoria Hall, qui était un projet privé de la fin du XIXe siècle. Et que, décidément, pour pouvoir, disons, entreprendre une ambition du XXIe siècle, la moindre des choses, c'est de pouvoir s'en donner les moyens. C'est un projet qui est parti d'une manière complètement privée, de 2 ou 3 amateurs de musique qui ont fait ce constat que je viens de rappeler, et qui se sont dit, il nous faut une nouvelle salle de concert, si possible dans les meilleurs standards du moment. On parlait déjà de Charoun, on parlait de la Philharmonie de Paris, la Philharmonie de l'Elbe, et il se trouve que l'école que je dirige est dans des locaux relativement précaires, vétustes ou anciens, ou à partager avec d'autres. Bref, c'est une situation qui n'a rien de très agréable, et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il y a une sorte de coalescence entre ce projet de salle de concert et le projet d'école, avec une certaine errance, tu l'as dit Pierre Alain, dans le choix presque parfois fantasmatique de lieux au bord du lac, dans des endroits un peu farfelus, qui a fini par aboutir un peu par hasard sur cette parcelle qui se trouve, là aussi tu l'as déjà dit, à un endroit tout à fait particulier à Genève, un peu à la lisière entre cette Genève parfois un peu fermée, un peu frileuse, un peu calviniste, un peu qui se replie sur elle-même, et puis cette Genève internationale qui parfois reste de son côté aussi un endroit où on a peu l'occasion de dialoguer, de se mélanger. Et je trouve tout à fait important ce que tu as dit justement sur ce rôle de passeur d'une cité comme celle-ci à cet endroit-là de la ville. Ce qui est très important aussi dans ce projet, c'est le fait de mettre côte à côte une institution de production aussi importante que l'OSR, qui est un partenaire très important de la Haute École de Musique, et une institution
de formation supérieure dans le domaine artistique. Il n'y a pas beaucoup de modèles, en tout cas dans le domaine de la musique. Moi j'en connais deux en Europe, c'est à Helsinki et à La Haye. Et évidemment que c'est quelque chose de tout à fait passionnant de pouvoir imaginer que des jeunes étudiants qui se destinent à la profession côtoient des partenaires avec lesquels d'ailleurs ils se trouvent parfois stagiaires, dont c'est parfois les professeurs, des artistes de passage, bref, de pouvoir inventer quelque chose qui va les rapprocher encore davantage. Et ça, encore une fois, ça n'est pas quelque chose de banal. Quelque chose aussi qui me tient très à cœur et qui tient beaucoup à cœur à la Fondation de la Cité de la Musique et à ma propre institution, c'est le fait que Genève est une ville pluriculturelle. Donc évidemment, il y a cette grande tradition de la musique blanche, classique et occidentale, pour faire très court, mais il y a aussi à Genève des communautés qui ont leur propre pratique artistique, leur propre tradition, parfois extrêmement importante, extrêmement belle, tout simplement. Donc l'idée, c'est effectivement que lorsqu'on parle de musique, moi je déteste les pluriels, la musique, il y a une musique, mais qui s'exprime de toutes sortes de manières, et quand bien même l'axe principal sera justement ce partenariat avec un orchestre de tradition classique, disons comme ça, eh bien, la Haute École de musique veut pouvoir se consacrer à peu près toutes les formes de musique qui sont illustrées parmi ses professeurs et parmi aussi parfois nos étudiants qui viennent de très loin et qui apportent leur propre tradition. Je pense qu'une des grandes réflexions qu'on a aussi au niveau de la fondation de la Cité de la Musique, c'est de se dire que ça doit être effectivement un bâtiment emblématique, un bâtiment qu'on impose, enfin qui vibre dans le paysage proche et lointain, mais que ça ne soit pas une sorte de cité fermée qui pourrait en quelque sorte se contenter de dialoguer avec elle-même entre des partenaires tellement contents de leurs nouveaux locaux qu'ils ne sortiraient plus, mais que ça soit véritablement un lieu qui soit au service de la population genevoise, au service de la population internationale, dans lequel on puisse venir non seulement pour écouter un concert traditionnel, mais effectivement, tu l'as dit, on pourrait imaginer que dans le parc s'improvisent des jam sessions à un moment de la belle saison, qu'on puisse, au détour d'un verre, dans la brasserie du 6e étage, écouter un peu de musique. Enfin bref, en quelque sorte, de désacraliser ce qu'il peut y avoir parfois d'un peu intimidant dans le concert traditionnel, le concert classique, et de pouvoir imaginer ces nouveaux formats qui sont en fait l'avenir des publics, et ce, évidemment, non seulement pour les mélomanes confirmés, mais surtout pour les mélomanes en herbe. On est en train de discuter notamment, non seulement avec les écoles de musique genevoises, mais également avec le département d'instruction publique, pour même imaginer de recevoir à demeure, pendant une semaine par exemple, une classe qui pourrait vivre au quotidien toute l'activité de la cité, depuis les livraisons à la cafétéria jusqu'à un concert en queue de pie, que sais-je. Mais ça nous importe beaucoup, effectivement, cette espèce de continuum des publics, des âges, des générations et puis des cultures. Ce qui nous importe aussi beaucoup, c'est de réaliser que la musique, d'ailleurs comme les arts plastiques, c'est un truisme, pardon, mais c'est qu'on est totalement, évidemment, dans un monde des nouvelles technologies, on est en train de réaliser un bâtiment dont l'usage nous est à peu près clair aujourd'hui, mais qui nous est déjà un peu moins clair à moyen terme. Et je crois que tout le défi, et c'est une partie des discussions qu'on a avec Pierre-Alain, c'est de dire qu'il nous faut des espaces qui soient modulables, dont l'usage, le cas échéant, peut se modifier dans les dizaines d'années à venir. C'est le cas évidemment de la Black Box, puis qui va être un espace extrêmement simple, extrêmement expérimental, mais totalement ouvert au digital, disons pour faire court, où on pourra se livrer aussi à des expériences dans le domaine de l'interdisciplinarité artistique. Bref, de pouvoir faire en sorte que ce bâtiment puisse épouser en quelque sorte une évolution qu'on devine aujourd'hui, mais qui est loin d'être certaine. Donc ces enjeux, évidemment, sont très importants en termes d'acceptabilité politique. Il faut peut-être le dire, je ne crois pas que ça a été dit jusqu'ici, qu'on a la grande chance que ce bâtiment soit intégralement couvert par des fonds privés. C'est une sorte de privilège exorbitant de penser qu'un mécène
que tout le monde connaît à Genève mais qui ne veut pas qu'on prononce son nom, ait décidé de le financer intégralement. Donc ça c'est évidemment un grand avantage. Le terrain n'a pas coûté grand-chose en comparaison de ce financement du bâtiment, et que maintenant il nous faut inventer un modèle de fonctionnement, un modèle artistique, un modèle de fonctionnement où tout le monde se retrouve, depuis les grands orchestres de passage jusqu'aux petites formations dont certains d'ailleurs sont constitués de nos anciens étudiants et qui veulent aussi trouver des lieux à la mesure de leurs ambitions. On en est là, et si tout va bien, une fois qu'on aura passé un certain nombre d'obstacles qui nous occupent aujourd'hui, eh bien, en 2024, on va toucher ce bâtiment merveilleux, et j'espère que vous serez très nombreux à faire le déplacement de Genève. Je vous remercie. Merci beaucoup Philippe. Je ne sais pas si ça marche, oui. Tout de suite, quelques questions. J'ai quand même vécu, donc tu as répondu à peu près, mais j'ai vécu 24 ans à Genève. Je sais que c'est une ville assez compliquée entre canton-ville. C'est rare d'avoir des projets de cette envergure qui peuvent se déployer. Là, il y a la chance que ce mécène, dont on ne prononcera pas le nom, 2024, il y a une chose, je vais donner la chose pragmatique. Quand il y a eu le concours, est-ce qu'il y avait une donnée financière, une enveloppe dans laquelle il fallait rester? Alors effectivement, c'était un des facteurs qui a été examiné à la loupe au moment où on a lancé le concours, avec le contrôle d'un architecte de conseil qui a accompagné le lancement du concours, qui s'est entouré de toutes sortes de spécialistes avec une enveloppe. Et cette enveloppe, évidemment, elle était contrôlée. C'était une partie du travail du jury et des experts qui accompagnaient le jury. C'est de voir si, en quelque sorte, les concurrents mentaient ou disaient vrai par rapport au coût qui était affiché. Et dans ce sens-là, effectivement, l'idée, en quelque sorte, le grand contre-exemple, si je puis dire, c'est un exemple qu'on a tous en tête, c'est l'exemple de la Philharmonie de l'Elbe, où on est passé non pas du simple au double, mais du simple au décuple. Donc notre ambition, et bien Alain, je partage cette ambition, c'est justement nous en restions à ce qui était convenu au départ. On va essayer en tout cas. Et tu as dit la date, entrée 2024. 2024, c'est quasiment demain. Demain, ouais. Tu n'as pas un bureau quand même énorme, plus d'autres projets qui sont en cours, peut-être le PAF qui va démarrer. Qu'est-ce que ça veut dire 2024 sur un projet de ce type? Bon, déjà, ça fait une année qu'on travaille déjà dessus, hein, donc on a déjà une petite année d'avance par rapport au compte à rebours. Mais non, si on prend depuis le gain du concours début 2018 jusqu'à 2024, ça fait 5 ans et demi, 6 ans. C'est très serré. Par contre, on est une vingtaine dans mon bureau. Il y a aussi une petite équipe au Portugal. On a les acousticiens, les ingénieurs qui travaillent aussi. Je crois qu'il y a à peu près une 60aine de personnes, peut-être même plus, mobilisées déjà à ce stade sur le projet, avec tous les mandataires réunis. Ensuite, effectivement, il y a des étapes politiques. Il y aura l'acceptation du plan localisé de quartier, donc ça c'est une étape qui est un peu obligatoire et elle peut très bien ralentir le projet. On ne va en tout cas pas l'accélérer, ça c'est sûr. Nous, le but c'est de continuer à travailler, donc travailler sur un flux continu, parce qu'on a effectivement un gros projet à faire, à réaliser. Les enjeux sont extrêmement complexes, hein, parce qu'il y a énormément de projets dans le projet. Rien que la salle philharmonique, c'est un projet en soi, mais on a plusieurs thèmes comme ceci. Donc oui, on est d'arrache-pied là-dessus. Non, ça me fait pas peur, mais évidemment, quand j'ai appris qu'on avait gagné, c'était une joie et un petit choc. Mais bon, voilà, maintenant on a une petite longueur d'avance sur ce qu'on veut faire. On a la chance d'avoir un maître d'ouvrage qui va régulièrement visiter aussi des salles à l'étranger, qui nous convie à l'accompagner. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a un échange quasiment constant sur les objectifs et les moyens qu'on se donne. Mais effectivement, c'est un cadre financier dans lequel on doit rentrer, ça on sait. Alors bon, pour préciser, à Hambourg par exemple, on sait très bien que ça a été sous-estimé au départ, c'était pas du tout le même projet. Après, il y a eu des problèmes aussi avec les entreprises générales. Donc ça, on n'est jamais à l'abri de ça en tant qu'architecte professionnel ou constructeur, ou même maître d'ouvrage. Mais
c'est vrai que, comme l'a dit Philippe Hinkel, le maître d'ouvrage a mis en place une structure qui permet d'éviter ce genre de chaos, et avec plusieurs étapes de contrôle qui nous permettent d'avancer sereinement. Donc ça, c'est plutôt positif. On a la chance d'avoir un bon maître d'ouvrage, on va dire. 2024, c'est imposé par le maître d'ouvrage, le mécène. C'est une date... Non, c'est une estimation, en quelque sorte, qui a été faite d'un commun accord avec nos architectes conseils, avec le bureau de Pierre Alain, comme étant une date raisonnablement optimiste, en fonction justement des quelques choses-trappes politiques en particulier qui peuvent encore se présenter à nous, en intégrant le plus possible les impondérables qui s'offrent à nous. Il faut se dire peut-être qu'en ce moment à Genève, il y a une situation assez intéressante, je ne sais pas si on peut la comparer à quelque chose de semblable en Valais, avec une redéfinition des tâches entre la ville de Genève et le canton de Genève en matière de culture. Et en particulier l'idée que les grandes infrastructures culturelles devraient être plutôt l'apanage du canton, qui n'a pas eu beaucoup d'ambition jusqu'ici, et qu'il y a une sorte de transfert, enfin de négociation entre la ville et l'État. Et de ce point de vue-là, le nouveau conseiller d'État en charge de ces infrastructures est bien décidé à marquer son passage, si j'ose dire, et donc il y a une sorte de momentum qui n'arrive pas toujours, dans ce qui, moi je suis raisonnablement optimiste par rapport à la véracité de cette date de 2024. Là, encore une petite question, peut-être un peu qui fâche, mais pas de politicien, je le vois ici. Bon, c'est un objet d'envergure, il n'y a pas l'équivalent en musique en Suisse. Alors l'équivalent en musique, je dirais, en tout cas la salle de concert emblématique, c'est quand même le KKL à Lucerne, qui n'est pas une salle en Wynyard d'ailleurs, en Williams, c'est une showbox, mais il n'y a pas d'équivalent en termes d'ambition de réunir à la fois des étudiants et des professionnels et un public, disons comme ça. Donc effectivement, ça, je dirais que c'est un modèle assez unique, donc on l'espère que ça ne fâche pas, mais que ça fait briller les yeux. Encore une fois, moi je pense que ce qui manque encore aujourd'hui dans une ville comme Genève, c'est un lieu qui rassemble, qui synthétise un fourmillement, une activité qui est absolument débordante et parfois dont on apprend l'existence un peu par hasard, alors même que je suis du métier, ce qui est quand même un comble, et de se dire, bah, c'est là que ça se passe, ça devient le navire amiral, ça devient en quelque sorte un soleil autour duquel gravite tout ce qui peut se passer d'important et même loin à la ronde, puisque l'idée c'est évidemment que ça s'adresse non seulement à la population genevoise, mais à la population, je dirais, de ce qu'on appelle, pardon pour le terme, je l'aime pas, mais le Grand Genève, donc avec la France voisine et puis la côte. Alors, ce qui fâche pour moi, c'est plus... une question, ça serait, Genève a par exemple construit un stade à plus de 100 millions, c'est ça, 120 plus. Par contre, n'a pas mis les moyens pour avoir une équipe de foot qui fonctionne assez bien, pour faire que ce stade se remplisse. Est-ce que, parce qu'après, on construit une grande cité de la musique, il faut aussi les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit juste un contenant. Alors, tout à fait. Alors, je ne sais pas si la comparaison entre le FC Sion et le FC Servette est pertinente, mais tu mets l'accent sur effectivement une réflexion qu'on a en ce moment, c'est de dire quel est le vrai modèle de fonctionnement artistique, qu'est-ce qu'on veut y faire, effectivement. Donc là, il y a effectivement toute une pléiade de personnes que nous consultons, qui peuvent un peu infléchir le programme sur lequel on est en train de travailler pour dire est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bien par rapport à l'objet architectural sur lequel Pierre Alain est en train de travailler. Ces experts, par exemple, un des derniers qu'on a fait venir, c'est le directeur général du Lac, Lugano. Vous connaissez peut-être ce très très beau musée, salle de concert au bord du lac, et qui évidemment a une vision déjà depuis quelques années de comment faire coexister dans une ville qui n'est pas très grande, à la fois une très belle programmation musicale, des belles expositions, etc., etc. On fait appel à d'autres experts, comme par exemple Emmanuel Ondré, qui est le spécialiste qui s'occupe de la programmation à la Cité de la Musique à Paris. On a eu par exemple une très intéressante conversation aussi avec un de vos voisins, qui est Martin Engström, à Verbier, qui nous a expliqué en particulier le travail qui se faisait depuis quelques années dans le domaine de la médiation, le travail de proximité avec les nouveaux publics. Bref, ce travail nous permet justement de préciser
à la fois le programme culturel et artistique, et de pouvoir en chiffrer justement le fonctionnement au quotidien. C'est là qu'intervient effectivement la négociation politique, de pouvoir arriver auprès des autorités et de dire, ben voilà, effectivement, il y aura des recettes propres, bien entendu. Il y aura aussi un déficit de fonctionnement qui fait que les pouvoirs publics, en recevant ce beau cadeau, en tout cas nous ont donné jusqu'à présent l'assurance qu'ils allaient entrer en matière sur le financement de cet objet, avec le risque évidemment que ça puisse, c'est aussi un des facteurs possiblement retardateurs, le risque de quelques tensions à ce moment-là. Mais encore une fois, les contacts actuellement qui sont constants, vraiment pratiquement, il n'y a pas 15 jours sans lesquels il n'y a pas des contacts avec soit le Conseil d'État, soit le Conseil administratif de la ville de Genève, montrent qu'il y a vraiment un intérêt, et je crois une certaine fierté, à se dire qu'on peut marquer le territoire genevois, de la même manière d'ailleurs, soit dit en passant, que la Nouvelle Comédie, puisque c'est aussi quelque chose qui va profondément modifier le paysage culturel à Genève, ou la HED aussi, tes collègues de la HED qui s'installent dans un nouveau quartier, et modifier pas seulement la géographie, mais modifier aussi, je dirais, la vie culturelle, l'identité profonde d'un paysage urbain. Et ça, je pense que l'ambition, elle est bien partagée avec les princes qui le gouvernent. Merci. Oui, j'espère que les princes ne mentent pas. Certains princes ne mentent pas parfois. Il y a plusieurs architectes dans la salle, il y a des grands amateurs de musique. Avez-vous des questions? Oui, bonjour, salut Pierre-Alain, bonjour monsieur Dinkel. Oui, c'est ça. Une question peut-être pas d'architecture, mais plus exactement dans la continuité de ce que vous venez de dire sur l'exploitation et les publics de ce type de bâtiment fabuleux. Est-ce que dans les réflexions, il y a une volonté ou comment dire, une idée de ouvrir cette salle à des musiques peut-être moins élitistes, aussi en relation avec la partie HEM de l'école, qui accueille des jeunes étudiants en musique, passionnés par la musique classique au sens large. Mais est-ce qu'il y a une volonté d'accueillir dans cette salle qui sera exceptionnelle, j'imagine, je me réjouis de la voir, d'autres musiques? C'est-à-dire, on vient de vous apprendre, pour ne pas citer un festival très connu dans la Riviera qui a refusé un projet architectural non plus pas fabuleux non plus, mais qui se retrouve avec une salle actuelle, avec des défauts, peu de place, etc. Est-ce que pour ouvrir cette salle, qui est placée en plus dans un pivot, comme vous l'avez dit, entre la ville et l'élite des Nations Unies et toute la jeunesse internationale, est-ce qu'on peut imaginer des opérations ponctuelles dans lesquelles Montreux Jazz ou un autre festival, Rock aux Arènes, je ne sais pas, qui aurait ce genre de public pourrait, dans le cadre d'une soirée exceptionnelle, investir ses locaux et puis pouvoir bénéficier d'un concert acoustique, sans amplification, comme tu l'as dit, dans un lieu fabuleux en fait. Je résume, est-ce que les Rolling Stones en version acoustique pour revenir? Je ne sais pas, je remercie beaucoup de la question parce que je la trouve très très importante. C'est des critiques évidemment qu'on entend parfois. C'est une marotte, en l'occurrence d'un avocat un peu fortuné qui court les festivals et puis ça va être toujours d'autres soirs. Ouais, je pense exactement le contraire. Et je pense qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi la musique elle est unique. Je trouve que je suis un musicien classique, mes trois enfants sont plutôt dans le rock, dans le pop. Je ne dis pas qu'on fera des concerts des Rolling Stones acoustiques tous les soirs, mais je pense que le signal c'est de dire que même si l'acoustique de la salle philharmonique, c'est une salle qui devra pouvoir accueillir, je ne sais pas, la Philharmonie de Berlin, pour rester dans la crème de la crème, on doit pouvoir aussi concevoir et qu'il y ait des soirées qui soient avec un autre public, avec tout à fait autre chose. Et c'est là, effectivement, c'est une certaine corde raide, soit dit en passant. Après, comment la personne qui sera recrutée pour avoir la direction artistique d'un paquebot de cette ampleur
pourra concilier des facteurs potentiellement contradictoires, ça sera un beau défi, mais je crois profondément, d'une part, que c'est un défi qu'on peut relever, et que d'autre part, ces clivages dont on parlait tout à l'heure, c'est des clivages qui sont liés aussi à l'architecture de l'histoire. Si vous allez au Victoria Hall à Genève, pour ceux qui connaissent la salle, et que vous vous retrouvez dans une salle qui est pleine de dorures, avec plein de box qui qualifient aussi une situation sociale où les gens parfois n'osent pas entrer en disant « c'est pas pour moi ». À l'inverse, si on conçoit une salle ou un espace, une cité de la musique qui se veut délibérément accueillante et qui ouvre ses portes aux passants, on a une autre relation aussi avec une musique ou des musiques peut-être qui peuvent être qualifiées de patrimoniales ou désuètes. On a les oreilles beaucoup plus vierges, je dirais comme ça. Et quand on parlait des musiques du monde, pour nous c'est une évidence. On a des étudiants qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique du Sud. Ben, c'est des étudiants qui viennent, comme chez toi, j'imagine, avec leur propre culture. Et l'idée, c'est pas de dire, c'est pas de ça vous laisser au vestiaire, c'est de les faire aussi participer à ce maelstrom. Je dirais que l'importance, comme tu as dit, c'est le directeur artistique. Si vous regardez le programme de la musique à Paris, on trouve, par exemple, les Young Gods sont allés faire un spectacle sur Woodstock, dans le Philharmonique. Donc je pense qu'ils l'ont fait là-bas, c'est possible de faire aussi. Ils ne sont pas trop vieux. Une autre question dans la salle. Il y en aura d'autres, des jeunes Gods. Très jeunes. Une autre question? Parking. Je réponds. Alors il n'y a pas de place de parking parce qu'il y a on a 25 places de parking dans le bâtiment au sous-sol pour des questions de fonctionnement du bâtiment, mais le public en fait va pouvoir bénéficier du parking des Nations Unies qui est plein la journée mais qui est plutôt vide le soir. Donc dans la synergie justement de la programmation et de la vie nocturne, c'était tout à fait idéal. Et puis bon, la ville de Genève veut quand même promouvoir le déplacement. Voilà, on peut... Par rapport à Poitre. Par rapport À Poitre. C'est tout près, puisqu'il y a un tram qui vous amène en 10 minutes de Non, Cointrin. mais le bruit des avions. Alors, on a des acousticiens qui nous imposent des doubles coques. Donc, en théorie, quand on est dans la salle, on n'entendra absolument rien. Il y a aussi les hélicoptères qui passent un petit peu en dessus. Il y a le tram, il y a les vibrations du tram. Donc, voilà. Normalement, je peux vous dire qu'on a le top du top. Maintenant, il y aura des discussions aussi avec le maître d'ouvrage. Est-ce qu'on fait vraiment cette salle à la perfection? Est-ce qu'on, pour des questions financières, parce que vous rajoutez de l'acoustique dans un projet, vous rajoutez un budget aussi. Hein, donc, ça a été pris en compte, mais on voit aussi que les dépassements justement des salles philharmoniques dont on parlait récemment, tout à l'heure, c'est aussi dû à des spécifications acoustiques extrêmement sévères, quoi. Donc, normalement, c'est une double coque béton avec tout ce qu'il faut, plus encore une couche intérieure pour la réflexion acoustique. Donc, par avec exemple, 3 couches. la Gaîté Lyrique à Paris qui a fait une salle qui n'est pas de cette dimension, mais une grande salle de concert au centre, donc plein centre de Paris, c'est une double coque en suspension. Il n'y a aucun bruit de la ville de Paris qui passe en intérieur. Merci. Une autre question? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite pour un apéritif à l'extérieur. Vous pourrez peut-être poser des questions en direct. Merci Philippe, merci Pierre-Alain pour avoir essuie les tâches de cette série. Je vous rappelle, la prochaine conférence, ou jeudi, je pense que je l'ai dit au début, c'est le 7 juin, vendredi 7 juin. C'est un autre architecte genevois qui va venir, qui s'appelle Charles Pictet, avec d'autres types de projets, donc vous êtes les bienvenus. Et encore merci aux partenaires, Philippe Venetz, architecte cantonal, et Damien Elzig, donc la Médiathèque Valais, qui nous accueille et qui est partenaire de ce projet. Merci.